Les services d'urgence médicale sont considérés comme la porte d'entrée du système de soins pour toute demande urgente ou non programmée. Leur bon fonctionnement est donc crucial pour une prise en charge rapide. En effet, la gestion de l'urgence est la mission principale de ces organisations et le moindre impair peut avoir des conséquences très graves sur la vie des patients. Il s'agit donc d'une problématique clé en santé publique. De plus, la récente crise du coronavirus a mis à l'épreuve nos systèmes de santé, et ce, à l'échelle de la planète. Dès les premières semaines, cette pandémie virale a engendré une forte augmentation du nombre d'appels d'urgence. Par exemple, en ce qui concerne la France, un médecin régulateur du SAMU de Lille annonçait que le nombre d'appels avait plus que triplé avec la pandémie. Un tel événement a ainsi pu mettre en évidence le fait qu'il est encore nécessaire de prendre du recul, notamment sur le fonctionnement des services d'urgence, mais aussi sur la capacité d'adaptation des équipes en cas de sollicitation accrue. Il est donc primordial d'apprendre de cette pandémie dans le but d'améliorer notre système de soins, mais aussi de se préparer à mieux gérer un nombre croissant de demandes. Cette crise sanitaire a également été révélatrice de l'importance du numérique dans la gestion de la crise, avec par exemple le développement des téléconsultations ou encore d'applications comme Tous Anti-Covid. Nous avons donc choisi de nous intéresser à la problématique suivante: comment le numérique pourrait-il faciliter la gestion des flux aux urgences? En 2020, la Haute Autorité de Santé nous informe que chaque année, 21 millions de patients sont de passage aux urgences, avec 3,6% de passages supplémentaires par an. Depuis des années, le flux aux urgences ne cesse de s'accroître de manière intensive, comme nous le confirme le professeur Gerbeau, médecin aux urgences de la Timone à Marseille. Je dirais entre 40 et 50%. À mon avis, facile. Comme je vous l'ai dit, il y a 30 ans, ils étaient 8 millions, les patients. L'an dernier, c'était 25 millions. Donc je pourrais même presque dire les 2 tiers. Mais sachant que la population vieillissant, on a, c'est vrai, des gens qui ont des trucs intriqués, des traitements à base de corticoïdes, d'immunosuppresseurs, ou des pathologies évolutives qui vieillissent et qui donc justifient, même s'il n'y a pas forcément hospitalisation derrière, mais au moins un avis médical avec un peu d'outils pour être capable de dire bon, c'est rien, rentrez chez vous, appelez votre spécialiste demain, mais au moins la personne est rassurée. Il y a une grosse composante d'anxiété chez ces patients-là. Faut être honnête, et des fois justifié d'ailleurs. Ces observations sont également confirmées en 2013 par la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, qui va mener tous les 10 ans l'enquête statistique nationale sur les urgences hospitalières. Elle permet d'explorer la situation des structures des urgences des établissements de santé. Avec cette enquête, il conclut que 1/3 des patients ont déjà essayé autre chose avant d'arriver aux urgences et que 60% des patients viennent pour des raisons d'accessibilité et non pas pour un motif médical direct nécessitant les urgences. En effet, la structure des urgences est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et surtout, elles assurent une prise en charge complète comprenant la biologie, l'imagerie, l'examen clinique. Pour certains patients, l'admission aux urgences leur permet de réaliser en une fois leur parcours de santé sans se confronter aux difficultés de prise de rendez-vous, de disponibilité ou encore de coordination. Enfin, une étude menée en Belgique en 2015 confirme les conclusions précédentes. 3 groupes de patients se présentant aux urgences ont été étudiés. Un premier groupe qui correspond aux patients venant de leur propre initiative, un deuxième groupe qui correspond aux patients se présentant aux urgences sur recommandation du SAMU belge, et enfin, un dernier groupe qui rassemble les individus ayant bénéficié d'une consultation médicale classique avant leur intégration au circuit d'urgence. Et ainsi, ils ont pu constater que la majorité des patients viennent de leur propre initiative. Les patients ont donc tous directement recours aux urgences sans passer par les structures de soins non urgentes ou encore par des systèmes de régulation tels que le SAMU. Ces mêmes personnes venant sans l'avis d'un professionnel de santé et de leur propre initiative présentent un taux d'admission justifié seulement de 40%. Cela est donc bien en dessous des 2 autres groupes.
Les structures de régulation telles que le SAMU ou encore les médecins généralistes ont donc un rôle crucial dans le tri en amont des urgences pour orienter correctement les patients qui n'ont pas besoin d'y aller. Du tri des patients en amont du service. Ce qui est sorti en termes de loi, c'est que les services d'urgence doivent accueillir toute personne qui en ressent le besoin. Donc là, forcément, on est piégé. Et on est piégé sur plusieurs choses, sur le fait qu'il y a des gens qui n'ont pas les ressources pour faire l'avance chez un médecin traitant standard. On a les gens qui ont compris comment fonctionne le système, c'est-à-dire qu'un service d'urgence, c'est un peu le supermarché du soin, puisque on a accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qu'on a toujours des médecins, qu'on a toujours accès à de la biologie, de l'imagerie, qu'on a accès aux spécialistes qui sont de garde, chirurgiens orthopédistes, neurochirurgiens, réanimateurs, chirurgiens viscéral, tout ce qu'on veut, et qu'en fait on a les blocs opératoires, donc on a tout sur place. Donc ils viennent pour des symptômes, au cas où il y ait nécessité de quelque chose, il y a tout sur place. Nous on est obligé de, enfin je dirais c'est presque un effort, de s'auto-limiter sur les soins. Sans ça on devient les médecins traitants des patients. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils ont un problème, ils reviennent, ils n'ont pas de médecin en ville, et donc on essaie de bloquer ça parce que c'est pas notre rôle, quoi. Et c'est pas surtout nos savoir-faire. Donc c'est compliqué. Face aux constatations réalisées, on peut faire un bilan des problématiques qui sont concrètement retrouvées au niveau de la gestion des flux aux urgences. En résumé, cela tient en 3 points. Le premier concerne la surcharge de la structure des urgences, que ce soit à cause d'un nombre d'entrées trop important, avec par exemple des patients non urgents, mal orientés, ou alors des problématiques sociales et culturelles, ou au contraire un nombre de sorties trop faible, avec la problématique des services de spécialité en aval qui sont surchargés. Le second point, lui, concerne l'attente prolongée avant hospitalisation, qui représente un véritable danger pour les pathologies graves si elles ne sont pas diagnostiquées ou traitées à temps. Également, cela génère une expérience désagréable pour les patients qui attendent longtemps avant d'être pris en charge. Enfin, le dernier point cible le manque de ressources humaines et matérielles. C'est un point qui est revendiqué depuis de nombreuses années par le personnel soignant et qui fait forcément défaut à la prise en charge tout en aggravant les 2 problématiques citées précédemment. Il est primordial de résoudre ces problématiques puisqu'en réalité, le triage des patients n'est nécessaire que lorsque le flux dépasse les capacités de prise en charge. Par exemple, à moyens humains et matériels constants, plus le flux de patients augmente, plus le triage sera important. Or, ce triage n'est considérable que pour un nombre limité de personnes et un certain degré de gravité. Au-delà, la vie des patients est mise en péril. Un meilleur tri des patients en amont est donc un enjeu majeur de santé publique. Pour cela, 2 solutions s'offrent à nous. Renforcer les moyens matériels et humains et améliorer le tri en amont des urgences. Il s'agit de 2 solutions qui sont complémentaires et essentielles. Pour autant, l'augmentation des moyens stabilisera la situation mais ne résoudra pas l'ensemble des problématiques. En effet, les patients qui sont présents aux urgences pour des raisons paraissant peu valables sont quand même témoins d'un dysfonctionnement du système de santé, que ce soit au niveau de l'information à la population, de l'orientation ou encore de l'écoute des plaintes. De plus, la formation de nouveaux professionnels de santé et le financement de matériel relèvent d'une démarche gouvernementale et prendra plusieurs années avant de porter ses fruits. Nous allons donc nous concentrer et approfondir la seconde proposition, qui est l'optimisation du tri. Afin d'optimiser les urgences, en agissant notamment sur le nombre d'entrées trop important, il existe plusieurs leviers. Par exemple, faciliter l'accès aux spécialistes et aux plateaux techniques, augmenter les hospitalisations directes en services de spécialité, favoriser la réinsertion des patients précarisés, éduquer la population, mais principalement trier les patients en amont et réorienter ces mêmes patients vers d'autres structures de santé. Une plateforme numérique semble ainsi être l'outil idéal pour la mise en place de ces solutions. L'idée du numérique implique obligatoirement de prendre en considération le point de vue très subjectif et donc biaisé du patient. Il peut considérer son urgence comme absolue, compte tenu de son anxiété ou encore de son manque de connaissances médicales. Cela interférerait avec la fiabilité de la plateforme. Pour répondre à cette problématique, la mise en place d'un intervalle de risque pourrait être envisagée. La subjectivité peut être gommée par l'utilisation de données issues d'un dossier patient dématérialisé. Déjà utilisé dans de nombreux centres hospitaliers marseillais, Maëla à l'hôpital Saint-Joseph et IPC Connect à l'Institut Paoli Calmette, le dossier dématérialisé se démocratise auprès des patients.
Inclure un dossier comprenant l'ensemble des informations médicales telles que les traitements, les antécédents, les comorbidités, voire les prochaines consultations, apporterait des informations objectives et exhaustives concernant l'état de santé de l'individu concerné. Cela est plutôt envisageable par le biais de Mon Espace Santé, qui présente l'avantage d'être une plateforme officielle du ministère de la Santé. Effectivement, quand on est derrière et qu'on prend en charge le patient, d'avoir accès à son histoire, à ses traitements, à ce qui s'est bien passé, à ce qui s'est mal passé, aux complications éventuellement d'opérations, des trucs comme ça, aux antécédents de néoplasie ou autres. Ça permet effectivement tout de suite de se fixer une image différente du patient en se disant lui il n'a aucun antécédent, il n'a rien, il est jeune, on va se limiter à ça. Lui par contre il a tout un terrain avec des risques ciblés à tout un tas d'endroits, on va aller plus loin parce qu'il faut les éliminer, c'est notre boulot, quoi. Voici ce que nous proposons, une plateforme dématérialisée sous forme d'application mobile ou de site internet qui, comme expliqué précédemment, pourrait être intégrée à Mon Espace Santé. Un patient, que nous appellerons Lucas, présente un mal de tête intense. Lucas prend des antiépileptiques. Sujet à migraine, il a été averti que ce type de médicament pourrait lui provoquer des céphalées plus récurrentes, mais celle-ci semble inhabituelle. Inquiet, il préfère en parler à un professionnel de santé. En ce samedi de vacances d'été, peu de médecins sont disponibles autour de Lucas et il n'arrive pas à évaluer si son symptôme peut attendre la semaine prochaine pour avoir un avis médical. Il se demande donc à qui s'adresser. Pour pouvoir être redirigé au mieux en cas de symptômes inhabituels, Lucas se connecte à Mon Espace Santé grâce à son compte qu'il a créé il y a quelques mois grâce à ses informations de sécurité sociale et de sa carte vitale. Mon Espace Santé propose un catalogue de services où pas au pas est référencé. Lucas sait que pas au pas peut l'aider dans son orientation grâce à des flyers qu'il a déjà vus chez son généraliste, chez des spécialistes, dans un hôpital ou même dans sa fac. Lucas est redirigé vers un site où un algorithme prendra en compte deux choses. Dans un premier temps, les données de Lucas, complétées par les professionnels de santé qui le suivent, tout en garantissant une protection de ses données personnelles. Dans son dossier Mon Espace Santé sont consignés les médicaments qui lui sont prescrits, leur dosage et posologie, ses antécédents médicaux et chirurgicaux, ses allergies mais aussi la prise en charge spécialisée à laquelle il a le droit, pour ses migraines par exemple. Dans un second temps, Lucas doit répondre à un questionnaire hiérarchisé vis-à-vis de sa demande. Où a-t-il mal? Comment est-ce qu'il a mal? Et sur une échelle de 1 à 10, combien a-t-il mal? Sa vue ou son élocution sont-elles altérées? En réalité, un algorithme prend en compte les symptômes de Lucas et emprunte des branches différentes, en fonction des réponses qu'il donne. La plateforme combine les réponses et rappelle aux patients qu'elle ne fournit que des conseils qui doivent rester soumis à son appréciation immédiate de la situation. Pas au pas donne un conseil final à Lucas, en prenant en compte le fait que Lucas ne présente aucun déficit, que les céphalées sont un effet indésirable des antiépileptiques, mais que son père et sa tante ont déjà fait des AVC. Pas au pas l'oriente prioritairement vers une maison médicale où la secrétaire sera prévenue de sa venue et où un médecin urgentiste pourra le voir et le rediriger correctement en fonction des documents que Mon Espace Santé a mis à sa disposition et apporter un vrai pronostic ou orientation diagnostique à Lucas. En effet, Pas au pas ne donne pas d'avis médical mais un conseil au patient, l'aidant à se faire une idée claire de sa situation et potentielle prise en charge sans passer forcément par les urgences. La plateforme aurait très bien pu lui conseiller d'aller aux urgences, mais en combinant les réponses du patient et son dossier, elle offre un choix hiérarchisé au patient entre par exemple la maison médicale, une intervention de SOS médecin, un médecin d'astreinte ayant accepté de recevoir des appels téléphoniques de patients redirigés par Pas au pas, attendre un rendez-vous chez un généraliste ou un spécialiste, aller dans une pharmacie et enfin aux urgences. En offrant des choix alternatifs et légitimes aux patients, les urgences sont moins privilégiées par le patient lui-même et donc désengorgées, comme ici un samedi d'été. Il est à noter et surtout à retenir qu'une composante humaine est toujours proposée aux patients, que ce soit par des numéros référents, des numéros d'urgence, un chat ou par mail. Enfin, impossible de parler du développement d'une application de santé sans parler accessibilité. Concernant l'accessibilité, nous concevons le fait que le format numérique présente forcément un frein pour les anciennes générations. Celles-ci ne peuvent pas être négligées puisqu'elles représentent une population majeure aux urgences et en santé publique. C'est pourquoi nous pensions mettre en place un outil de dictée vocale et des infographies adaptées à leurs besoins. De même, pour les personnes en situation de handicap, le développement de l'application devra se faire en lien avec des experts qui permettront la création d'une interface accessible à la grande majorité via des sous-titres, dessins, dictée vocale, lecture automatique, etc. Un besoin d'éducation à la population générale et aux patients sera nécessaire pour inciter à utiliser la plateforme. L'ambition, créer un outil de tri généralisable et reproductible au sein des différentes unités de soins. Pour conclure, selon une thèse réalisée par un interne en médecine d'urgence, il est possible d'introduire 3 niveaux qui permettent de trouver une solution. 1. Celui des causes. 2. Celui des conséquences.
3, celui des solutions. À partir de ça, nous avons 1. Sa thèse qui résume ses observations à nombre d'entrées trop important, insuffisance des ressources, nombre de sorties trop faible. 2. Les conséquences, surcharge de la structure des urgences, attente d'hospitalisation ou boarding, surcharge de l'hôpital. Et il conclut par des observations prenant en compte l'organisation intrinsèque des urgences, donc le côté hospitalier, mais en rajoutant la mise en place de nouveaux outils informatiques nécessaires pour une prise en charge de qualité des patients doit s'accompagner d'une réflexion organisationnelle, car elle peut être associée à une modification du circuit patient, donc du côté patient, ce qui nous intéresse. Les mots-clés sont nouveaux outils informatiques et qui doit s'accompagner d'une réflexion organisationnelle. Avant de conclure, profitons de la fin de la présentation de notre application pour rappeler que PAOPA est un prototype qui aurait besoin d'énormément de données patients et de données concernant différentes situations cliniques pour pouvoir être efficace. Nous déduisons aussi que la composante informatique est encore, en l'état actuel des choses, trop éloignée de ce qu'un réel rapport humain peut apporter au diagnostic clinique. Il y a moyen de raisonner effectivement sur des algorithmes, mais les situations cliniques et la variabilité, je dirais, humaine va nécessiter à l'algorithme un pool énorme pour apprendre. On a des tableaux prototypiques, ce qu'on vous apprend un petit peu en cours à la faculté, mais qui couvrent à peu près aux urgences 40% des situations, pas plus. Le reste, c'est de l'appréciation, c'est de l'échange interhumain, c'est des examens cliniques éventuellement répétés, c'est éventuellement une petite part de Je crois que ça serait difficile de supprimer le côté relation humaine, comme fait le SAMU, quand ils ont quelqu'un au téléphone, où on peut entendre la voix, travailler sur les expressions utilisées. Ça apporte des informations qui permettent des prises de décision. Le futur du numérique en santé s'inscrit définitivement dans la collaboration intime mais raisonnée du médecin et de ses données numériques qui, à ce jour, doivent rester soumises à l'appréciation du cerveau humain pour pouvoir espérer développer des aides plus abstraites et dématérialisées dans le futur. PAOPA a donc pour ambition de répondre à la problématique d'engorgement des urgences en améliorant le tri en amont pour assurer une prise en charge optimale des patients en état critique. Cette interface, utilisant des ressources du service public, comme Mon Espace Santé, serait accessible et sécurisée et permettrait une vraie mise en relation entre le patient et un professionnel de santé vers lequel il sera redirigé. Elle n'a en aucun cas vocation à remplacer le diagnostic ou le jugement d'un homme sensible, les capacités d'une intelligence artificielle étant bien trop limitées sur ce point-là. Mais PAOPA se ferait plutôt la mission d'accompagner les soignants, leur évitant la surcharge de patients, et donc les soulagerait d'un certain poids lors d'afflux très importants aux urgences.